Bonjour à tous. Du coup, je suis le docteur Virginie Desgrès, je suis médecin généraliste et je suis spécialisée dans les troubles du neurodéveloppement de l'enfant. Je ne fais plus que ce type d'exercice depuis un petit peu moins d'1 an. Moi, je vais vous parler du parcours. Qu'est-ce qu'on fait après 12 ans quand on n'a plus la PCO, avec qu'est-ce qui se passe pour vous au cabinet. Je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer. Voilà. Donc, on va parler de Lola qui a 14 ans, qui vient vous voir. On fait sortir les parents, n'est-ce pas? Elle vient parce qu'il y a des baisses des résultats scolaires depuis 18 mois à peu près au collège. Elle est en 4e. Les parents rapportent qu'elle ne fait pas d'efforts. Puis elle se plaint souvent d'avoir des douleurs abdominales, des maux de tête, elle a des difficultés à s'endormir. Elle a peu d'amis. Elle ne les voit d'ailleurs pas en dehors du collège. Elle est surnommée la gaise. Vous irez voir ce que ça veut dire. C'est pas très sympa. Elle pleure souvent, elle fait des colères, elle peut avoir des paroles blessantes envers ses parents. Et puis, surtout, ce qui inquiète sa famille, c'est qu'elle se scarifie depuis 6 mois. Au cabinet, vous la voyez, elle a un regard un petit peu fuyant, elle a un intérêt pour les chevaux très marqué, et puis elle a un aspect physique non genré. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette Lola de 14 ans ? Donc là, je vais partir de ce cas-là pour vous dire quels sont les signes qui vont nous orienter chez cette jeune fille sur est-ce qu'elle a un TND ou est-ce que toutes les choses qu'on voit là, ça nous oriente vers ça. Alors ce que je vais redire, c'est que on a parlé de ces trajectoires de développement, mais pourquoi on va voir aussi qu'il y a ces ados après 12 ans, pourquoi on les a pas screenés, pourquoi on les a pas vus avant. Il y a plusieurs raisons. Mais souvent, c'est parce que c'est des enfants qui compensent finalement leurs troubles jusque-là, soit parce qu'ils ont des très bonnes facultés, des très bonnes ressources, soit parce que l'environnement, il est aussi extrêmement soutenant. Voilà. Après, on a aussi des retards diagnostiques en lien avec l'accès aux soins, mais je dirais que c'est quand même des profils qui sont plus légers, mais qui vont avoir un retentissement qui peut être très sévère à l'adolescence. Alors, comment les repérer? Donc, toujours faire sortir les parents. C'est pareil, j'ai un message clé, comme Étienne Beau. Un des premiers signes à cet âge-là, c'est le décrochage scolaire. Les compensations sont dépassées. L'enfant, il n'arrive plus avec son cerveau qui marche très bien à finalement suivre ce qu'on lui demande. On lui demande de faire un effort et puis ça ne va plus. Et puis les résultats sont fluctuants. Il s'épuise, il est fatigué et puis il se décourage. Il est anxieux, il a des signes somatiques, voilà ce qu'on a vu, il peut avoir mal à la tête, des maux de tête, des troubles du transit, des douleurs chroniques, des troubles du sommeil, de l'isolement, du retrait, de la déscolarisation. Il peut avoir des difficultés sociales, du harcèlement scolaire. Là, concrètement, on a les premiers signes. Le cyberharcèlement, les chiffres sont très élevés, je ne les ai pas, mais je sais que c'est très important. Je pense qu'on est un enfant sur 5 au minimum, voire plus. On voit que Lola, elle semble être quelqu'un qui présente des difficultés d'interaction sociale. Puis on a aussi des enfants qui ont des comportements inadaptés. Et au collège, c'est un peu la phase où tout le monde doit être dans cette norme. Donc ces enfants, ils passent plus, même si c'est des suiveurs, ils n'arrivent plus tout à fait à suivre le groupe. Et c'est là qu'ils vont être en difficulté. On va les voir aussi dans des questions de dépression et de conduite suicidaire, ce qui est quand même beaucoup plus grave et plus embêtant. Et on va avoir ce qu'on appelle les conduites à risque qui vont arriver, donc les addictions aux écrans, aux substances, des troubles du comportement alimentaire, l'histoire d'automutilation, de scarification. Alors, je voulais juste faire une petite phase sur la scarification. Ce n'est pas une conduite suicidaire, c'est un geste sensoriel. Il cherche à ressentir quelque chose là-dedans. Donc, les parents, ils arrivent, ils associent tout de suite ça à quelque chose de suicidaire. Je dirais qu'il faut prendre un petit peu de recul sur ça. C'est souvent plutôt une sorte un besoin qu'on va identifier comme ressentir quelque chose. En tout cas, c'est pas forcément associé à un risque de conduite suicidaire. Voilà. Et donc là, c'est un peu comme on a vu avant, en fait, ces ados, ils arrivent avec un retentissement dans leur fonctionnement adaptatif. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas avec leur signe de TND comme ça, pouf, ils arrivent avec le retentissement dans leur vie. Qu'est-ce qui ne marche plus? Qu'est-ce qu'ils n'arrivent plus à faire dans leur fonction? Voilà, comment réagir?
Et ben, le décrochage scolaire, je vais redire ce qui a été dit. En fait, il faut faire le lien avec l'école. Et du coup, ça va boucler un peu ce qu'on a dit avant. C'est important, en fait, de pouvoir avoir l'enseignant, le médecin scolaire, l'infirmière scolaire. N'hésitez pas, voilà. Alors, je sais qu'on n'a pas de temps, mais on a peu de temps pour pouvoir échanger, mais c'est important. L'infirmière scolaire, c'est souvent une personne ressource. Voilà, soutenir l'adolescent, la famille, dédramatiser et donner du temps. Donner du temps, ça veut dire aussi savoir dire ok, là, il ne peut plus aller à l'école dans ces conditions-là. Donc, nous, on va être là pour valider ça et dire à la famille, c'est ok qu'il reste à la maison et que votre enfant il puisse avoir un arrêt de travail, quoi, comme on fait chez les adultes. L'anxiété, déjà, la première chose, c'est de mettre des mots sur ce que c'est, sur ce que ça veut dire. Faire de la psychoéducation, dire à l'adolescent, lui expliquer ce que c'est l'anxiété, que en fait les signes qu'il présente, les maux de tête, ces pensées envahissantes, lui expliquer comment ça se passe, parce que lui il comprend pas ce qui se passe dans son cerveau. Après, adresser bien évidemment sur un psychologue ce qui est recommandé, c'est plutôt ce qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales dans les troubles du neurodéveloppement et dans les troubles anxieux. Ensuite, concernant les difficultés sociales, le harcèlement, il existe un programme à l'école, à l'éducation nationale, qui s'appelle le programme phare. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est des choses qui vont améliorer les situations. Je vous laisserai aller voir, je n'ai pas le temps de détailler ça, mais c'est un outil aujourd'hui qui existe et voilà, et permettre un répit toujours finalement à cet adolescent s'il ne peut plus rentrer dans ses relations sociales, si c'est trop compliqué d'aller au collège, on reste à la maison, on se repose pour pouvoir après repenser sur le fait de comment on peut retourner au collège. Dépression conduite suicidaire, c'est un peu ce qui a été dit hier sur la santé mentale de l'enfant. Psychologue, psychiatre, les antidépresseurs, c'est aussi une option. Et voilà. Et après, faites-vous aider d'un pédopsychiatre, mais c'est quelque chose qui est à votre portée. Et je pense qu'un enfant qui a des idées suicidaires, des comportements dépressifs, il faut pas attendre. Et il ne faut pas se dire que ça va aller mieux. Non, il a le même cerveau, il a un cerveau qui ne fonctionne pas bien. Et malheureusement, il n'aura pas forcément accès à un spécialiste de second recours. Sur les conduites à risque, il existe en addiction des consultations jeunes consommateurs. Il n'y en a pas encore partout, mais voilà, si vous en avez dans vos territoires, je vous incite à aller les proposer à vos jeunes. Sur les troubles du comportement alimentaire, voilà, il faut pareil essayer d'aller chercher tout ce que vous avez sur vos ressources. Ça va être ça qui va revenir, c'est nutritionniste, psychiatre, psychologue, psychomote, diététicien, enfin tout ce que vous avez autour de vous. Il n'y a pas un schéma qui marche mieux qu'un autre. Enfin, il y a vos ressources, voilà. Et donc les automutilations, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est des recherches sensorielles. Voilà. Et bien sûr, rechercher un TND. Alors souvent, les deux troubles du neurodéveloppement qu'on va évoquer vraiment à cet âge-là, c'est les troubles déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et le trouble du spectre de l'autisme. En tout cas, sur ce profil d'enfant. Voilà. Vers qui adresser ? Déjà, ce que je vais reprendre, c'est évaluer le degré d'urgence. Il y a s'il y a des idées ou des conduites suicidaires, voir si effectivement cet enfant, il ne faut pas l'envoyer aux urgences psychiatriques, appeler le pédopsychiatre, voilà, et voir s'il y a un temps où on ne peut pas le mettre dans une situation de sécurité. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à... Il y a de plus en plus de régions qui ont développé des réseaux de téléexpertise avec des pédopsychiatres. En tout cas, en région Aura, ça existe, et Auvergne-Rhône-Alpes. Et il me semble que j'ai entendu qu'il y avait la même chose autour de Tours. Voilà. Au niveau des ressources, c'est très hétérogène. En fait, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Les professions, les structures et la formation des personnes. En fait, c'est pas un professionnel qui va pouvoir justement avoir une spécialité dans le neurodéveloppement. On peut avoir sur un territoire des personnes qui vont avoir des compétences différentes. Donc, le psychiatre, le pédopsychiatre, le pédiatre, le neuropédiatre, le neurologue, le médecin généraliste, tout ça, c'est des médecins qui peuvent être des spécialistes de second recours. Le psychologue, le psychomotricien, l'ergo, enfin, tout ce qu'on a un peu détaillé avant, toutes ces structures médico-sociales et sanitaires.
Voilà. Il existe ce qu'on appelle des points info écoute jeunes. Et bien sûr, ce qu'on a évoqué hier, le 3114, les numéros, les jeunes, ils vont le faire. Hein. Ils vont s'en saisir. N'hésitez pas à leur transmettre. Et il y a aussi ce qu'on appelle les associations d'usagers. On ne les a pas encore vraiment, je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est des vraies ressources aussi. Il y a des ressources, il y a l'UDAF, l'Union des familles, qui propose des choses, qui propose des éléments de répit. Il y a plein de choses qui existent sur vos territoires. Il faut juste, aller les référencer. Voilà. Et donc, rechercher un TND. Voilà. Quel futur? Et là, c'est la fin de mes slides. Donc, le message clé, c'est que c'est une réflexion en équipe et coordonnée à un trouble du neurodéveloppement. Et on en a parlé tout à l'heure, pour moi, les communautés professionnelles territoriales de santé sont les éléments qui sont pour moi les communautés qui sont là pour structurer, en tout cas, ces parcours. Et pour l'instant, il existe déjà des projets qui ont été faits, mais tout est à créer. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il y a une formation en équipe qui est en cours de déploiement qui va s'appeler Starter. Et donc, vos CPTS on va leur communiquer qu'il existe ce type de formation en équipe autour des TND. Ensuite, ce que je vous encourage à faire, c'est vous former par le DPC, par les DU, les DIU, les MOOC. Il y a des recommandations de la HAS qui ont été publiées en septembre 2024, où j'ai eu la chance de participer à ce groupe. Donc je profite pour vous dire d'aller les regarder. Elles sont bien faites, elles sont lisibles pour un médecin généraliste. Et d'ailleurs, voilà, on parle de cette formation et on est en train de travailler effectivement. Et je remercie Étienne Pau pour le soutien qu'il nous accorde dans l'élaboration justement de cette formation et de cet accès à la prime aux prescriptions de méthylphénidate. Voilà. Et il y a également des recommandations dans le TSA qui date de 2018. Voilà, je vous invite à aller voir. Merci.